il y a un problème ici. Problème de l'infection néonatale, la majorité de nos pédiatres, ils ont été formés soit en France, soit au Maroc. Donc il y a ceux qui ont été formés, par exemple, au Sénégal. Donc l'infection, c'est toujours quelle école et quel germe et quel patient. Si on voit les guidelines, donc chaque pays a ses guidelines. Donc au Maroc, on a donc c'est en janvier 2022 qu'on va voir, on va discuter parce que c'est l'occasion de discuter avec les pédiatres marocains parce que ça n'a pas été validé, mais je vais vous dire pourquoi il a été. C'est bon. Si on parle des infections néonatales, il y a deux catégories, les infections néonatales précoces et les infections néonatales tardives. Donc en attendant de régler le problème de l'affichage. Auparavant, c'était les infections materno-fœtales. Maintenant, donc ça fait plus depuis 2000 à peu près, on parle des infections néonatales précoces, bactériennes, et des infections néonatales tardives bactériennes. Ça dépend des germes. Bon, la majorité, on parle de l'Escherichia coli, de Streptococcus B, mais dans les pays africains, et comme le Maroc par exemple, on a des germes multirésistants qui commencent à émerger, devenir des germes de l'infection néonatale précoce. Et ça a été démontré aussi à Marrakech. Et donc, le praticien, il est perplexe. Quel protocole il va adapter? Quelles recommandations? Bon, je suis en train de présenter en attendant de régler le problème. Ça, c'est le premier. Ici, pour donc, tu peux revenir. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Et puis, donc, il y a le deuxième problème, c'est la mortalité et la morbidité lourde secondaire à l'infection à des germes bactériens. La mortalité partout. Au Maroc, par exemple, il y a les recommandations qui sont suivies des pays développés. Donc, on vient d'établir un guide qu'on va discuter. Il y a les recommandations de l'OMS pour les pays en voie de développement. On va voir donc l'expérience de la voie orale, quand est-ce qu'il faut démarrer. Et le problème de l'épidémiologie locale. Dans certains centres, on n'a pas de bactériologie, donc on ne connaît pas les germes. Même au Maroc, je dis ça, dans certains grands centres hospitaliers, il y a un problème de la bactériologie. Donc, quel germe et comment on va traiter et par quel antibiotique. Donc, vous voyez donc, les différentes références. Donc, j'ai vu donc les recommandations de la société française, mais aussi de la société australienne. Et récemment, en janvier, il y a un protocole qui ne fait pas l'unanimité au Maroc et qui a suscité beaucoup de critiques. Et je peux vous dire sur quels arguments. D'abord, cet argument, parce qu'il y a mes collègues marocains ici, il est le fruit d'une convention entre le ministère de la Santé et la Société marocaine des sciences médicales, qui a délégué à la Société marocaine de néonatologie d'établir ce guide en consultant donc les experts. Donc les experts, donc il y avait ceux qui travaillent dans les services de néonatologie donc à Rabat, à Marrakech, à Fès, et il y a des pédiatres du secteur libéral. Et il y a aussi des pédiatres néonatologistes dans certains hôpitaux. Et il ne tient compte que des nouveau-nés qui ont un âge de gestation supérieur à 34 semaines. Donc reste le problème, et il ne traite que les infections néonatales précoces. Il ne parle pas des infections néonatales tardives. Donc la première question pour un praticien, est-ce qu'il y a un risque d'infection néonatale? Parce qu'il faut différencier entre le risque d'infection et l'infection. Si on voit donc les éléments, les facteurs de risque d'infection néonatale précoce, il y a plusieurs signes. Donc il y a
il y a le travail prolongé, il y a la rupture prématurée du membrane, il y a la fièvre. Mais quels sont les facteurs qui ont plus de valeur? On dit le drapeau rouge, ça c'est la société, c'est l'ONAS donc, qui a établi ça. Et donc si on retient que toute femme qui avait donc une infection qui est confirmée et dans les 24 heures avant l'accouchement et qui n'a pas donc, reçu d'antibiothérapie ou bien qui a reçu une antibiothérapie moins de 4 heures. Deuxième élément, c'est qu'il y a une infection chez le jumeau. Et puis il y a les autres éléments cliniques. D'abord, c'est une détresse respiratoire au-delà de 4 heures postnatales, et puis la nécessité d'une ventilation, ou bien les signes d'un sepsis, ou bien les convulsions. Donc il y a 4, ce sont des éléments, donc on peut retenir le diagnostic après la naissance. Et puis la deuxième question, est-ce qu'on peut prévenir ces infections? On a donc les facteurs de risque d'infection néonatale précoce. Oui, on peut les prévenir. Donc il y a toujours l'ONS qui a, quand il faut prévenir, c'est en cas de statut, par exemple, inconnu de prélèvement vaginal, et ça c'est la majorité des pays en voie de développement, comme au Maroc, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Suisse. Donc on doit donner une antibiothérapie et à la base de la PNG, et il faut éviter l'amoxicilline acide clave parce qu'il a des retentissements sur donc, la pathologie postnatale du nouveau-né prématuré en matière d'entérocolite. Donc il faut donner l'amoxicilline et il faut donner donc, au minimum 4 heures. Donc le délai c'est 4 heures, ça veut dire après donc, la rupture. Deuxième catégorie, c'est quand on a les membranes, rupture du membrane supérieure à 2 heures. Donc, il faut donc donner une antibiothérapie. Pourquoi? Parce que ça a été démontré que il va prévenir la pneumonie et la méningite. Dans les recommandations récentes de la Société marocaine de néonatologie et des experts, il ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas encore validé. Voilà, le dépistage il doit être fait, mais il n'est pas généralisé. Et les recommandations d'antibiotiques prophylaxie en cas de portage de streptocoque ou de risque d'infection néonatale bactérienne précoce à streptococque B doivent être rédigées et disponibles dans les lieux de naissance. Et ça, ce n'est pas disponible dans tous les lieux de naissance au Maroc. On doit prévenir parce que ça a été démontré qu'il y a une différence significative en matière de prévention de la méningite et de la pneumonie si on donne l'antibiotique chez la maman avant la naissance pour prévenir l'infection néonatale précoce. Donc vous voyez, les germes, ça diffère d'un pays à l'autre. Ça, c'est en Australie. Donc il y a le streptocoque B, il y a l'Escherichia coli, il y a l'hémophilus, mais il y a aussi la Listeria monocytogenes INO. Donc on n'a pas de cas au Maroc. Je crois qu'il y a 2 ou 3 publications de la listériose. Dans les infections néonatales tardives, vous voyez qu'il y a toujours les streptocoque B, mais il y a le Staphylococcus aureus et il y a donc d'autres. Il y a le Staphylococcus coagulase gram négatif. Au Maroc, ça c'est une étude qu'on a réalisée au service, c'est à Marrakech, c'est pas. Et on a fait tous les nouveau-nés admis pour suspicion d'infection néonatale, on a fait des hémocultures. Et vous voyez qu'on a plus de germes multirésistants. Donc vous voyez le Klebsiella pneumoniae, il y a le Staphylococcus coagulase négatif, ça dans les infections néonatales précoces. Donc la synthèse des données pour les recommandations de la Société marocaine des sciences médicales, et ça a été fait ce guideline pour résoudre un problème de la prise en charge et le coût de la prise en charge du nouveau-né, parce qu'on est en train de voir donc, la prise en charge du nouveau-né, est-ce que c'est 7 jours? C'est l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie, qui a demandé à la Société marocaine des sciences médicales d'établir un guide pour voir le coût de la prise en charge du nouveau-né en cas d'hospitalisation. Donc ça, c'était le motif le plus important pour réaliser ce guide, qui ne fait pas toujours l'unanimité. Donc d'après, ici toujours d'après l'analyse de la littérature, c'est le streptocoque B et l'Escherichia coli.
Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite pour voir que dans les pays en voie de développement, donc au Maroc, en Afrique et même en Amérique, il y a des germes qui sont multirésistants. Vous voyez le klebsiella qui est présent en Afrique du Sud, au Nigeria par exemple. Donc ce sont des germes de l'infection néonatale précoce. Pour les infections néonatales tardives, donc, il y a d'abord le problème de définition. C'est vrai que c'est au-delà de 62 heures, mais dans certains pays, par exemple en Taïwan, si on voit la publication, il parle de 6 jours. Donc, à l'échelle internationale. Donc, mais maintenant, dans la majorité des sociétés savantes, c'est au-delà de 62 heures. Ça aussi, donc, pour voir donc, les germes en Australie de l'infection néonatale tardive. Au Maroc, donc ça c'est à Marrakech, une expérience locale. Donc on a le klebsiella malheureusement, de les infections qui restent toujours. Depuis 2010, c'est le germe le plus prédominant dans les infections néonatales tardives. Et on parle des infections nosocomiales, on ne parle pas des infections communautaires parce que le plus souvent, ceux qui ont été hospitalisés, c'est des enfants qui ont été hospitalisés au service et qui ont développé une infection néonatale tardive. La troisième question, est-ce qu'il faut-il hospitaliser tout nouveau-né qui a un facteur de risque d'infection néonatale précoce ou bien ceux qui ont symptomatiques? Deuxième question, faut-il demander un bilan systématiquement à tous les nouveau-nés ou bien juste pour ceux qui ont asymptomatiques et quand est-ce qu'il faut demander ce bilan? On va essayer de répondre. Si on voit donc les recommandations de la Société française de pédiatrie qui ont été publiées en 2017, voilà, il y a des facteurs de risque d'infection néonatale bactérienne précoce. Vous voyez, colonisation maternelle à streptocoque B, nous, on n'a pas cette possibilité. Antécédent d'infection néonatale, rupture supérieure à 2 heures et une prématurité spontanée inférieure à 37. Deuxième facteur, perpartum, c'est l'antibiothérapie en antibiothérapie perpartum inadéquate. Ça veut dire qu'elle n'a pas été prise plus de 4 heures après donc, la rupture ou bien une fièvre maternelle. Si vous n'avez aucun facteur, donc il faut surveiller en maternité. Mais là-bas, on va voir les critères de surveillance. C'est la sage-femme avec une surveillance tous les 4 heures, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. C'est là le saturomètre peut le faire. Et s'il y a le moindre signe, il fait appel au pédiatre qui vient examiner le nouveau-né. Si vous avez un seul facteur de risque, il faut surveiller tous les 4 heures en maternité. Et si vous avez 2 facteurs de risque, donc surveillance clinique toutes les 4 heures en maternité, examen du pédiatre entre H6 et H12, le nouveau-né, s'il devient symptomatique, ça c'est l'hospitalisation systématique. Si on voit donc les critères majeurs d'une infection très probable, une détresse qui dépasse 4 heures, ça c'est d'origine infectieuse jusqu'à preuve de contraire d'après les critères, le red flag ou bien le drapeau rouge du NICE. Plus des besoins de ventilation invasive ou bien non invasive, ça c'est un critère maintenant, donc il est inclus dans certaines unités, donc, même chez nous au Maroc. Et puis, s'il y a des signes de choc, ça on ne discute même pas, c'est un nouveau-né qui est symptomatique, donc il faut démarrer l'antibiothérapie et il faut l'hospitaliser. Voilà donc les recommandations de la Société marocaine de néonatologie qui ne fait pas l'unanimité, mais ça revient aux données de la littérature. Quels sont les signes à surveiller, donc la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et H4, H8, toutes les 4 heures. Et puis, donc, il faut surveiller pour les nouveau-nés qui sont asymptomatiques, qui ont un facteur de risque d'infection néonatale précoce. Donc, il ne faut pas traiter les facteurs de risque. Hein. Il faut traiter le prématurité sans facteur de risque d'infection materno-fœtale. Donc, toute prématurité, même on dit que toute prématurité inexpliquée, elle est d'origine. Mais il faut chercher, il y a d'autres causes obstétricales, tout en sachant que la majorité des grossesses ne sont pas suivies. Donc, on dit 50% jusqu'à 55%, ils ne sont pas suivis. On ne sait pas le statut de la maman, juste parce que la maman elle vient d'accoucher et puis l'enfant elle est prématurée et on doit l'hospitaliser s'il pose un problème. Avant de commencer toute antibiotique, il faut faire des hémocultures systématiquement.
la réalisation de la CRPC au-delà de H12, donc il ne faut pas la faire avant H12 parce que parfois il y a des faux négatifs. Et la ponction lombaire, on va voir les indications quand est-ce qu'il faut la faire. La 5e question, peut-on démarrer une antibiothérapie probabiliste? Quelle est la durée? Et quand est-ce qu'on peut arrêter cette antibiothérapie en cas on ne confirme pas l'infection? Les indications de démarrer les antibiotiques, vous voyez que même avec un faible risque, il y a ceux qui démarrent, donc il y a ceux qui observent, donc au Canada. Les Suisses, donc ils observent dans 56%. Avec des facteurs de risque qui sont importants, vous voyez que donc, il n'y a personne qui observe, sauf les Suisses, donc 4% ils observent. Pour vous dire que même avec des facteurs de risque qui sont importants, donc parfois en matière d'antibiotiques, on va voir pourquoi cette observation, mais la majorité, donc, ils traitent avec les facteurs de risque. Pour les Américains, maintenant, donc, il y a une application, on met, c'est la technologie, on calcule, donc il y a un facteur de risque qui est très important, et donc on va démarrer les antibiotiques. Et ça a été démontré que il est très important. L'implémentation de cette technique, il a permis quand même de la réduction de traitement empirique de l'infection néonatale. Donc on peut arrêter si on n'a pas de signes cliniques qui sont importants. Les Suisses, ils sont passionnants. Donc vous voyez que pour le démarrage ici, donc si vous avez un risque moyen, le démarrage des antibiotiques, c'est à 78, et si vous avez un faible risque, c'est à 44%. Et même, donc vous voyez, 86, si vous avez un risque qui est très, très, très important. On va voir la voie marocaine quand même. Donc c'est une étude qui a été faite à Rabat par ma collègue professeur Barakat. 184 nouveau-nés ont été inclus dans cette étude pour toute RPM supérieure à 18 heures et CRP qui est positif. Donc, tous les nouveau-nés ont été mis sous antibiotiques. Et ça, c'est logique. Donc, si vous avez une CRP qui est positive, mais des nouveau-nés qui sont symptomatiques. Donc, on rejoint aussi les pays développés, par exemple, parce qu'en Slovaquie, vous voyez, faible risque d'infection néonatale précoce, mais elle démarre quand même dans 95%. Ça, c'est un travail qui est très important en matière de diminuer la mortalité chez nouveau-nés prématurés si on démarre une antibiothérapie empirique. Donc, il ne faut pas traiter le prématuré sans facteur de risque d'infection materno-fœtale. Il ne faut pas traiter les facteurs de risque. Les antibiotiques exposent donc à l'entérocolite ulcéro-nécrosante chez les nouveau-nés prématurés. Il faut faire attention, surtout en discutant avec les obstétriciens, sur l'amoxicilline acide clavulonique qui est incriminée dans l'entérocolite ulcéro-nécrosante chez les prématurés. Il ne faut pas prolonger donc la durée. Si on a des signes pour arrêter l'antibiothérapie après 72 heures, si les hémolytiques sont négatifs, il ne faut pas prolonger l'antibiothérapie parce que ça a été inclus dans la physiopathologie, quoique c'est discuté, de l'entérocolite chez nouveau-nés de faible poids de naissance et chez nouveau-nés prématurés. Un risque qui est très important, on a parlé aujourd'hui de microbiote intestinal, mais microbiote aussi respiratoire dans la science de l'asthme. Il faut faire attention, les antibiotiques qu'on donne aux nouveau-nés, sans preuve, ils risquent de déstabiliser le microbiote intestinal. Et le microbiote, il est incriminé dans l'immunité, à moyen et à long terme. Il y a des maladies immunitaires qui peuvent apparaître chez le nouveau-né, donc à l'âge de 20 ans, 40 ans, je ne sais pas, donc il faut faire attention. Et ça, c'est une étude qui a été montrée pour le démarrage sans preuve, donc ça déséquilibre, regardez ici, c'est un déséquilibre de la flore. Alors que si on respecte, donc, une fois qu'on a la confirmation, donc, on respecte donc, le microbiote intestinal du nouveau-né.
Donc, il faut préserver le microbiote pour prévention des infections néonatales tardives, mais aussi pour préserver l'immunité à moyen et à long terme. Quel antibiotique de première intention, donc en fonction bien sûr des données de la biologie de chaque centre, mais ce qui est recommandé, puisque les deux germes responsables, c'est l'Escherichia coli et, donc je dis dans nos pays, et le streptocoque B, donc on commence par benzylpicilline à 50 mg toutes les 2 heures, ou bien l'amoxicilline à 50 mg toutes les 2 heures, et la gentamicine à la dose de 4 à 5 mg par jour. Mais il faut réévaluer régulièrement l'état clinique du nouveau-né. Il faut envisager de modifier le régime antibiotique en tenant compte des éléments suivants: l'état clinique du nouveau-né, les résultats des investigations microbiologiques et conseils des experts en microbiologie. On va voir dans certaines situations particulières, c'est en cas de méningite. Voilà. L'antibiothérapie de première intention en cas de méningite, donc si on a donc une méningite à gram négatif, donc c'est céfotaxime seul et arrêt de l'amoxicilline. Si vous avez une méningite à gram positif, donc continuez l'amoxicilline intraveineuse et la céfotaxime en attendant le résultat de la culture de LCR et démarrer la vie d'un expert en microbiologie. Si vous avez un germe de streptocoque B, donc dans l'LCR, changez l'antibiotique en PNG et gentamicine. Si vous avez la listeria, bien sûr, continuez l'amoxicilline et la gentamicine et l'arrêt de la céfotaxime parce qu'il est inefficace sur la listériose, tout en sachant qu'au Maroc, il est très très rare. Si vous avez une infection à gram positif autre que le streptocoque B de groupe B et le listeria, donc il faut demander l'avis d'un expert en microbiologie. Donc l'hémoculture, c'est les positifs aux fortes suspicions d'infection. La durée, c'est 7 jours. En cas de méningite, ça varie de 14 à 21 jours. Donc la durée de l'antibiothérapie, ça c'est un travail qui a été fait pour voir l'intérêt de la procalcine pour la durée de l'antibiothérapie. Donc on a gagné donc, surveillance par le dosage de la procalcitonin, tout en sachant que c'est cher pour nous, donc dans les pays de... il ne va pas rapporter grand-chose parce qu'on va gagner juste, vous voyez, 10 heures par rapport à ce groupe qui n'a pas été monitoré par la procalcitonin. Donc on va voir les recommandations de la Société française de pédiatrie. Donc ça, on a vu les facteurs de risque, mais ce qui est très important, c'est que le ceftriaxone, il est contre-indiqué alors qu'on continue à prescrire, et ça expose à la déstabilité de la flore intestinale, de microbiote intestinal, et donc il faut faire attention. Donc l'algorithme, il est très clair, quand est-ce qu'il faut démarrer, quand est-ce qu'il faut surveiller, quelle dose et dans quelle situation. Donc la durée, c'est 7 à 14 jours, si méningite, c'est 14 jours, et parfois on peut aller jusqu'à 21 jours. Ça, c'est les Australiens, vous voyez, c'est en fonction il rejoint presque donc PNG ou bien l'ampicilline. Il y a associé à la gentamicine, c'est la bithérapie et céfotaxime à 50 mg. Donc il n'y a pas de ceftriaxone. Malheureusement, on continue à le prescrire chez les nouveau-nés dans notre pays et dans certains pays africains. Donc, les recommandations en matière de traitement et de durée pour le NICE, c'est 7 jours et en cas de méningite 14 jours, dont 5 jours de gentamicine. Pour l'Académie américaine de pédiatrie, donc 10 jours, c'est bactériémie, donc si on a le germe, et de 14 à 21 jours, c'est méningite. Les Suisses, c'est 8 jours, c'est bactériémie, et 15 à 21 jours, c'est méningite. Donc, on passe à la voie orale. Donc, la voie orale, il y a 2 grands travaux qui ont été réalisés, ou bien 4, donc au Pakistan et en Afrique. Ce sont des travaux qui sont randomisés et ils ont été en tenant compte de contexte, parce que dans certaines familles, ils refusent d'hospitaliser l'enfant. Pour eux, donc le nouveau-né doit partir à la maison. Il y a des cultures qu'on ne peut pas combattre. Et donc, dans cette étude 2 études qui ont été publiées de Lancet, multicentrique et randomisée au Congo et au Kenya et Nigeria.
Il y a des critères d'inclusion pour les nourrissons, donc de nouveau-nés jusqu'à 59 jours. Et il y a des critères d'exclusion, donc les maladies graves, malformations, etc. Donc un risque infection. On va voir juste les nouveau-nés. Donc ils ont traité les nouveau-nés et les jeunes nourrissons avec des signes cliniques d'infection sévères dont les parents n'ont pas accepté le renvoi à l'hôpital, donc par âge, donc de 0 à 6 jours et de 7 à 59 jours. Donc 3564 patients ont été inclus, et c'est donc les nouveau-nés, et suivis G4, G8, G11 et G15. Donc il y a le groupe A de référence, c'est la gentamicine plus la PNG injectable pendant 7 jours. Le groupe B, la gentamicine, une injection par jour, et l'amoxicilline orale 100 mg kg par jour en 2 prises pendant 7 jours. Le groupe C, la gentamicine plus PNG pendant 2 jours, puis relais par l'amoxicilline pendant 5 jours. Et le groupe D, gentamicine et amoxicilline orale pendant 2 jours, puis amoxicilline seule pendant 7 jours. Donc, pour les 3 régimes antibiotiques simplifiés sont aussi efficaces que le traitement de référence pour le traitement des nouveau-nés et des nourrissons présentant des signes cliniques d'infection sévère. Meilleure adhérence au schéma simplifié par rapport au traitement de référence. Ça veut dire la forme injectable. Le régime le plus simple qui correspond à 2 injections et un traitement par voie orale, ça veut dire 5 jours. Donc on traite pendant 2 jours, 48 heures et 5 jours. Donc la durée c'est 7 jours. Et elle a présenté à la fois le plus faible taux d'échec thérapeutique et la plus grande adhérence au traitement. Donc c'est une voie pour voir la possibilité de faire ça. Donc, au Maroc, voilà la situation. Le guidelines en janvier, et c'est parce que l'agence d'assurance maladie qui a exigé pour voir le coût de la prise en charge, parce que ça va être intégré dans tout nouveau-né qui sera pris en charge en privé au public. Donc il y a donc une tarification qui va être fixée et ça a nécessité l'avis des experts. Donc à Casa, à Marrakech, à Fès, chacun traite en fonction du contexte local. Malheureusement, ceftriaxone qui est contre-indiqué, il est toujours utilisé parce qu'il y a parfois rupture de ceftriaxone qui n'est pas disponible, mais l'amoxicilline, bon, tout en sachant que chez nouveau-né prématuré, donc nouveau-né à terme, c'est l'amoxicilline, sauf s'il y a une dégradation qui est importante, un sepsis ou bien une bactériémie, en attendant le résultat des hémocultures pour adapter. Deuxième problème, c'est que pas de néonatologiste dans tous les hôpitaux et pas de personnel paramédical et pas de laboratoire. Ça, je parle des hôpitaux périphériques en dehors des centres hospitaliers universitaires. Parfois, il y a des nouveau-nés qui ont été adressés dans le centre niveau 3 parce qu'il n'y a pas d'infirmiers dans un hôpital provincial. Et ça, c'est un grand problème, juste pour recevoir l'antibiothérapie par voie intraveineuse. Donc, on peut donner les antibiotiques par voie intravésiculaire et garder le nouveau-né au lieu de faire le déplacement d'une centaine de kilomètres pour venir à un centre hospitalier universitaire. Dans le secteur libéral au Maroc, donc il faut tenir compte des facteurs de risque, d'état clinique et de bilan biologique. Le problème, qu'il y ait un problème de coût, hein, c'est cher, c'est 150 $ par euro, hein, dollars par je ne sais pas combien de CFA, hein, par jour pour la prise en charge d'un nouveau-né en cas d'infection néonatale et la famille. La majorité n'ont pas d'assurance maladie et si les familles donc ils peuvent hospitaliser pendant 2 jours. Et le 3e jour, ça dépend des moyens. Il y a des praticiens qui préfèrent donner la voie intramusculaire au cabinet au lieu de perdre. Et ça, c'est une attitude qui est correcte, mais le problème, est-ce qu'il fait l'unanimité ou non? Donc ça, c'est un autre problème. La voie orale, c'est toujours discuté. Donc, je ne sais pas, donc pour ceux qui exercent dans le secteur libéral, est-ce qu'ils font ça? Oh non, on peut discuter. Donc, on va voir les recommandations de la Société marocaine de néonatologie. L'ampicilline est démarrée en première intention à dose ménagée associée à un aminoside en cas d'un nouveau-né asymptomatique. Donc, vous voyez, asymptomatique. Et ça, je dis, il ne fait pas l'unanimité. C'est en 2022. Donc, s'il est symptomatique, oui. Mais s'il est asymptomatique, donc il y a toujours la discussion pour voir s'il y a un grand risque de contamination.
Donc l'infection, donc je ne veux pas voir, parce que si on parle d'infection néonatale communautaire, ça a d'autres germes. Il y a le staph, donc il y a les nouveau-nés qui viennent après 3 jours. Il y a parfois même des virus. Maintenant, on commence à faire donc, la PCR systématique ici à Marrakech. En cas de suspicion d'infection postnatale, on a plus de virus. Il y a la coqueluche, il y a le VRS, il y a l'adénovirus. Je ne vais pas parler de l'infection nosocomiale, donc je vais juste pour vous dire que l'infection nosocomiale aussi, donc, ça pose problème dans les grands centres hospitaliers. Là, il y a malheureusement l'émergence déjà multi-existants, même les carbamypéminases, donc on a ça au service. Donc en conclusion, il ne faut pas traiter les facteurs de risque, il ne faut pas traiter le maintien sans facteur de risque d'infection néonatale précoce, il faut préserver le microbiote intestinal, l'antiviral oral dans les infections néonatales précoces, dans notre contexte, permet d'ouvrir une nouvelle voie de traitement et de suspicion. Je vous remercie.